Ok, bienvenue à tous à ce topo sur la Kanaki et intitulé Comment mettre fin au temps des colonies et retour sur la lutte du peuple kanak contre l'État colonial français. Je vais faire un peu un topo en quelques parties. Donc une première sur une introduction sur ce qui se passe là en ce moment, les émeutes qui se passent par rapport à la réforme sur le dégel du corps électoral. Un peu un retour historique sur la Nouvelle-Calédonie et la colonisation qui s'est passée là-bas, pour développer sur tous les événements qui ont eu lieu dans les années de 1879 à 1980 et encore aujourd'hui. En introduction, en fait, depuis 2 mois, il y a des émeutes qui ont lieu en Nouvelle-Calédonie. Et d'ailleurs, en 1988, lors d'une révolte d'indépendantistes kanak, il y a un général du GIGN qui avait déclaré « Puisque vous ne voulez pas collaborer, la France déclare la guerre aux Kanaks ». Au vu de la situation, le gouvernement français, en fait, il n'a pas oublié cette déclaration et il a d'ailleurs envoyé l'armée et le GIGN aussi de nouveau. C'est d'abord dans un contexte d'élection européenne, après la loi Darmanin, après l'opération Grande Bouchou, pendant le génocide du peuple palestinien et la criminalisation de tout soutien apporté, que en fait, des manifestations de Kanak font face à une répression extrêmement forte. L'élément déclencheur en fait, de ces manifestations, c'est un projet de loi portant sur le dégel du corps électoral en Kanaki. Aujourd'hui, il est remis en cause par la dissolution de l'Assemblée nationale, mais on ne sait pas encore combien de temps, parce qu'il y a quand même des déclarations de Macron qui essayent de le faire passer par un référendum en France et pas en Nouvelle-Calédonie. Dès l'annonce de cette réforme, les organisations indépendantistes, en fait, elles ont appelé à prendre les rues et on a vu de nombreuses manifestations et blocages qui ont été organisés. Et depuis avril, en fait, c'est presque 93 000 personnes sur 270 000 habitants de l'archipel qui sont sortis dans les rues. Les manifestations, elles atteignent facilement 23 000 personnes en même temps, jusqu'à 60 000 le 13 avril. Souvent, c'est une population très jeune, en moyenne 14 ou 16 ans. La mobilisation, en fait, elle tourne très vite à l'émeute, sans direction précise, malgré les organisations indépendantistes qui sont sur place. C'est en fait une colère vraiment de toute la jeunesse qui est présente là-bas. Dès le deuxième jour, en fait, le gouvernement il va envoyer le RAID et le GIGN, donc des unités spécialisées dans l'antiterrorisme et la lutte contre le banditisme. C'est près de 3500 flics et militaires qui ont été envoyés sur place pour réprimer ces manifestations. Sans parler évidemment de tous les blindés, les hélicoptères, les chars et autres véhicules et armes de guerre. On peut aussi ajouter les milices armées de colons racistes qui assistent à leur manière le gouvernement et qui l'ont même précédé. Ces milices-là, en fait, elles sont présentes depuis des dizaines d'années sur le territoire et elles ont combattu d'ailleurs plusieurs fois les révoltes kanak aux côtés du gouvernement. Aujourd'hui, on compte déjà plus de 25 morts non officiels, comptés par les organisations indépendantistes, alors que le gouvernement recense uniquement 9 morts. Des centaines de blessés et près d'1 millier d'arrestations. Mais la répression, elle ne s'arrête pas là. Il y a un couvre-feu qui a été décrété dès la première semaine, entre 18h et 6h du matin, et qui a été mise en place seulement dans les parties de Nouméa qui sont peuplées par les Kanaks. Seulement la banlieue, entre guillemets, et les colons, eux, en fait, ils peuvent faire leur vie comme ils veulent. D'ailleurs, pour petit témoignage, enfin pas témoignage, mais anecdote, il y a des gens là-bas qui racontent que en fait, les colons, eux, ils font vraiment leur vie. Tu peux passer d'un quartier à l'autre et voir que c'est la fiesta, c'est vraiment des soirées, tout ça dans le Nouméa blanc, et à côté, c'est vraiment, c'est un peu la guerre civile. Le couvre-feu, c'est les ports et les aéroports qui ont été fermés. TikTok a été censuré pendant un moment et les réseaux sont grandement contrôlés aussi. L'état d'urgence elle est décrété et Macron il y est allé pour établir une mission pour instaurer un dialogue pour le retour du calme social et politique. Sauf que ça a fait qu'empirer les choses parce que aujourd'hui l'Union calédonienne, qui est un parti indépendantiste, prévoit de déclarer l'indépendance de la Kanaki en septembre et le mouvement indépendantiste en fait il est plus uni que jamais. Ce mouvement aujourd'hui il remet à l'ordre du jour la lutte d'émancipation du peuple kanak qui existe en fait depuis le début de la colonisation. On va du coup revenir un peu sur l'histoire de ces luttes-là.
Donc la Nouvelle-Calédonie, en fait, c'est un archipel composé de plusieurs ensembles d'îles et d'une île principale appelée la Grande Terre. Il est situé à l'est de l'Australie et un peu en dessous de la Nouvelle-Zélande. On y compte 270 000 habitants, dont 41% de Kanaks. Les Kanaks, c'est un peuple mélanésien dont les origines remontent à très longtemps avant et qui en fait sont composés de plusieurs autres peuples venant des îles avoisinant la Nouvelle-Calédonie. Donc les Kanaks, c'est le peuple indigène de l'archipel qui vivent sur ces terres depuis bien avant l'arrivée des colons. Et si aujourd'hui en fait ils forment un peuple unifié, avant la colonisation ils formaient plusieurs peuples avec des différences culturelles, linguistiques, etc. La colonisation en fait elle a homogénéisé l'ensemble des populations indigènes et les a regroupées et les a forcés de se regrouper pour tenter de résister justement au massacre, à la colonisation et aux guerres. La colonisation elle débute en 1770 par l'arrivée des Blancs sur l'archipel, provoquant déjà plusieurs massacres. Il y a eu d'abord une concurrence entre l'Angleterre et la France pour savoir qui mettra la main sur l'île. Finalement, la Nouvelle-Calédonie va devenir une colonie française en 1853. Effectivement, c'est un territoire très intéressant pour la France parce que d'abord, la Kanaky regroupe 25% des réserves mondiales de nickel, qui est un métal très exploitable, mais aussi des mines d'or et d'autres matériaux précieux. Son emplacement aussi, il est stratégique puisque dans le Pacifique, en fait, il donne un pied à la France pour des bases avancées et tout ça. Elle augmente aussi drastiquement les territoires marins que possède la France et sans compter les possibles gisements de pétrole offshore qui se trouvent sur la zone. Donc aujourd'hui, la Kanaky, en fait, elle dispose de nombreuses richesses intéressantes à pied pour l'État colonial français et c'est aussi pour ça qu'en fait, ça fait tant de bruit et tant d'intérêt pour le gouvernement. Mais la colonisation, en fait, elle est officielle qu'au XIXe siècle sous Napoléon, qui décide en fait d'en faire un bagne pour exploiter les mines comme avant-poste dans le Pacifique face aux Anglais. C'est parce qu'en fait les Britanniques qui voulaient l'annexer que Napoléon décide vraiment d'en faire une colonie et de la garder. Et comme en fait il fallait envoyer des prisonniers là-bas, c'était tout trouvé. Napoléon peut se servir de ces prisonniers-là comme nouveaux colons en leur promettant des terres et par le rachat du travail les libérer. C'est comme ça qu'en fait Port-de-France, actuellement Nouméa, va voir le jour. Donc c'est entre 1862 et 1870 que les premiers banards et donc les premiers colons vont arriver. C'est à la même période que le gouverneur Charles Guillain va commencer à ghettoiser les tribus et à former des réserves d'autochtones. En fait, c'est aussi surtout pour contrôler les différentes tribus qui sont là-bas, les mettre sur les terres les moins cultivables possibles et s'attribuer une domination vraiment française. Il va aussi nommer en fait des chefs de tribu, c'est-à-dire il va juste choisir un Kanak un peu au hasard et dire que ça va être lui le chef pour pouvoir avoir un représentant de la tribu aux yeux de l'État. Du coup, ça a pour effet en fait de diviser encore plus les tribus entre elles et pouvoir les acheter en cas de conflit. C'est le début de la colonisation de peuplement qui offre les meilleures terres aux colons blancs en encerclant les populations kanaks, tout en veillant à bien garder les deux peuples séparés. Il y a des communards qui vont être envoyés au bagne, qui vont aussi témoigner des traitements horribles réservés aux kanaks et aussi aux bagnards. Dès le début de cette colonisation, en fait, les populations kanak elles se sont révoltées. On peut citer l'insurrection kanak de 1878 contre la création d'une nouvelle prison, où des prisonniers kabyles et communards prendront malheureusement le parti des colons en aidant à réprimer l'insurrection. En fait, ils vont être trop effrayés par le traitement qui leur a été réservé par le bagne, et par le gouvernement français, puisqu'ils sont quand même fait envoyer à l'autre bout du monde et traités très malheureusement. Pour l'anecdote, Louise Michel elle va déplorer aussi comment n'êtes-vous pas avec eux, vous, les victimes de la réaction, vous qui souffrez de l'oppression et de l'injustice. Est-ce que ce ne sont point nos frères, eux aussi lutter pour leur indépendance, pour leur vie, pour la liberté? Moi je suis avec eux comme j'étais avec le peuple de Paris, révolté, écrasé et vaincu. Vaincus, ça en fait ils l'ont été et en plus ils ont été humiliés.
Le meneur de la révolte, Ataï, en fait, sa tête elle a été coupée par un Kanak d'une autre tribu qui a été justement acheté par l'État français. Et sa tête va être exposée au musée de la Société d'anthropologie de Paris, qui se situe dans le compte des musées des monstruosités. Évidemment, pour asseoir la domination de l'État français, mais également pour alimenter les récits racistes, puisque le crâne fut examiné et étudié par des anthropologues, et bien évidemment les études ont été publiées dans des revues. Faudra attendre 2021 pour le retour du crâne et son inhumation en Kanaki. Cette révolte, depuis 1968, en fait, elle va servir d'un point de départ d'un récit nationaliste kanak avec l'apparition d'une figure héroïque menant la révolution et libérant le peuple kanak de ses oppresseurs. On reviendra un peu plus tard sur cette question nationale qui est toujours au centre des révoltes et des émeutes aujourd'hui. La colonisation de peuplement elle peut se poursuivre avec la répression et cela entraîne l'installation durable d'une population largement européenne. Le développement d'une agriculture, de café principalement, qui est la troisième marchandise à l'époque, la plus échangée au monde, la découverte des gisements de nickel et donc des activités métallurgiques et commerciales. Ces nouveaux marchés, en fait, ils ont alors besoin de main-d'œuvre et de travailleurs. Et donc il y a une immigration japonaise, vietnamienne et javanaise qui va s'opérer sur l'archipel. En plus de cette politique, il y a des massacres et des révoltes qui vont être réprimés dans le sang. Et la population kanak va baisser jusqu'à atteindre la même démographie que la population colonisatrice. À l'exposition universelle de 1931, il y aura aussi des kanaks qui vont être exposés dans un enclos comme des animaux. Pendant la Seconde Guerre mondiale, la Nouvelle-Calédonie elle va servir de base dans le Pacifique aux Américains. Alors, à ce moment, il y a un développement des infrastructures, des villes, et il y a une nouvelle immigration qui vient travailler à cause de ça. Le mode de vie va se moderniser avec le développement de l'économie, et cela, en plus des nombreuses luttes, va forcer le gouvernement à lâcher quelques mesures. Notamment, ils vont abandonner le code de l'indigénat et vont octroyer quelques droits, notamment le droit de vote pour les Kanaks. La population de l'archipel elle va augmenter de 20% et faire que même si les Kanaks sont toujours à peu près aussi nombreux que les Européens, ils vont passer à minoritaire lorsqu'il s'agit de voter. Ça va avoir une grande importance pour la suite. Dans les années 68, porté par le vent mondial du mouvement de mai, il y a une augmentation des revendications nationales, sociales et territoriales chez le peuple kanak. En fait, le gouvernement il a toujours fait miroiter des promesses de territoire, de population, pour la population kanak, sans jamais y donner de réalité. Il y aura une identité kanak qui va être établie par des anthropologues et des hommes politiques kanak ou sympathisants de la cause, comme Jean-Marie Chibaou et Maurice Lenormand. En fait, jusque-là, le peuple kanak tel qu'il est actuellement, il n'existait pas. C'était vraiment juste des tribus diverses, comme dit précédemment, qui parlaient des dialectes différents. On comptait jusqu'à 28 dialectes qui étaient parlés. C'est d'ailleurs comme ça que Ataï, en fait, il va devenir... il a été tué par un kanak. La France, elle utilisait et nourrissait en fait les conflits entre les tribus. Mais ça, en fait, c'est ce qu'on appelle le boom du nickel, que la colère sociale augmente en même temps que l'exploitation dans les mines. Des premiers groupes radicaux vont voir le jour, vont être organisés par les Kanaks et revendiquer leur indépendance, comme les Foulards Rouges ou le Palika, Parti pour l'indépendance kanak. Premier parti prenant position justement pour l'indépendance kanak sur des bases revendiquées comme marxistes. Des manifestations écloses, de plus en plus nombreuses contre la spoliation des terres pour le droit du peuple kanak et une effervescence se crée. Sur la base des groupes post-mai 68, dans les années 80, va se développer différents partis indépendantistes. On peut citer le Palika, donc, mené par Idoïch Neslin, l'Union calédonienne, le Front d'Union de Libération Kanak, un parti sensiblement similaire au Palika qui va incarner plus tard l'aile gauche du FLNKS. On va y revenir. Le Parti socialiste calédonien ou l'Union progressiste mélanésienne. Cet ensemble de partis politiques, ils vont former ensemble le Front indépendantiste qui porte une voix, comme leur nom l'indique, indépendantiste aux élections territoriales de 1979 et fera 34%. En fait, en dehors de l'aspect électoral, l'effervescence des années 80 voit fleurir de nombreuses grèves dans les mines de nickel, des manifestations toujours plus nombreuses.
Du coup, les manifestations et les grèves, elles se multiplient. Et pour cause, le gouvernement français, en fait, il veut restreindre les territoires kanaks et élargir le sien, tout en faisant mine de s'intéresser à la vie du peuple de l'archipel. Après un congrès, le Front de Libération il va être dissous pour laisser sa place en 84 au Front de Libération Nationale Kanak et Socialiste, le FLNKS. Il va se donner pour programme et objectif l'indépendance kanak socialiste. Et très vite, les indépendantistes en fait, ils vont être confrontés à différentes grèves, manifestations, enfin plein d'événements qui vont les opposer au pouvoir en place. Notamment dans des mines de nickel et au boycott des élections. En fait, ces actions-là elles vont être reprises très largement par le peuple kanak. Du coup, les fameuses élections qui vont arriver, c'est celle du 18 novembre 1984 et ça va marquer en fait le début de ces événements-là qui vont opposer les indépendantistes aux colons anti-indépendantistes qui regroupent les Républicains, le RN et tout ce qu'est les Libyens, qui est un parti aussi républicain pour les droits de la République. Le FNKS, il appelle à boycotter ces élections et va organiser des occupations des mines de nickel en contestation du gouvernement français. Edouard Machoro, qui est militant indépendantiste et membre du FNKS, il va casser d'un coup de hache une urne électorale en revendication du boycott des instances institutionnelles qui favorisent toujours les colons et les anti-indépendantistes. Les masses kanaks, elles adhèrent au boycott, les travailleurs des mines de nickel se mettent en grève, occupent les commissariats et les mairies et bloquent entièrement la ville minière de Thio. En décembre 1984, les militants indépendantistes ils vont créer un gouvernement provisoire qui va revendiquer la pluriethnicité de l'archipel, la laïcité, un système parlementaire autre que celui du gouvernement français et le socialisme comme politique économique. En fait, à cette époque, bien qu'il y ait des augmentations de salaire et des droits pour les Kanaks, il y a encore beaucoup de pauvreté, d'inégalités dans toute l'archipel. Les mieux lotis, évidemment, c'est les colons et les ressortissants français. Ce gouvernement il va mettre en place 4 ministres qui ont pour objectif d'avancer sur les revendications indépendantistes. Mais en fait, c'est surtout une administration pour orienter la lutte kanak et des cellules de lutte qui sont créées dans chaque village. Et en fait, c'est que vraiment des militants du mouvement qui vont décider de quelles actions vont être menées. Ça ne représente pas du tout un mouvement de masse révolutionnaire, mais plutôt une organisation hiérarchisée des militants. Ça témoigne quand même un peu du succès des idées indépendantistes qui sont soutenues par la majorité des Kanaks et donc une augmentation du nombre de militants. Le GPK, du coup le gouvernement provisoire, il réussit à faire reconnaître le droit inaliénable du peuple de Kanaki à l'autodétermination et à l'indépendance par les Nations Unies et instaure un drapeau comme symbole d'existence, le drapeau que vous connaissez avec la flèche et les couleurs bleu et jaune, le drapeau là-bas. Ce drapeau-là, en fait, il va être hissé sur les mairies indépendantistes en signe de reconnaissance. Et en 85, Machoro, qui est membre justement de ce gouvernement provisoire, chargé d'organiser les actions et le boycott, en fait, il va être tué d'un tir du GIGN lors d'une occupation de maison, et ça va signer en fait la fin de ce gouvernement. En 1987, le gouvernement français il tente de calmer le mouvement et la colère sociale en organisant un premier référendum sur l'indépendance de la Kanaky. L'objectif, c'est d'abord d'appeler au calme en canalisant les mouvements dans les urnes, quitte à le perdre. Mais les masses, en fait, elles s'abstiennent largement. C'est aussi la position des partis indépendantistes. Ils appellent à boycotter et à ne pas prendre part à ces élections-là, ce référendum. Ça se solde par une nouvelle attaque sur les droits des Kanaks par l'État français, sans calmer du tout la colère populaire qui reprend l'année d'après avec des manifestations et des grèves. En 88, l'année d'après, on voit ce qui s'appelle l'affaire Bouvéa dans le contexte des élections présidentielles en France où la question de l'indépendance de la Kanaky est mise à l'ordre du jour. Des occupations de commissariats sont organisées par les indépendantistes pour peser sur les résultats des élections, mais également sur des statuts cons. Ces statuts, en fait, ça visait à établir des aires coutumières et à réduire encore plus les droits des Kanaks. Mais dans la province de Nouméa, en fait, les indépendantistes vont commencer les opérations 2 jours avant, sans que personne n'ait d'explication de pourquoi ils font ça. Et du coup, la situation
va dégénérer. 24 policiers vont être pris en otage et 3 vont mourir après avoir voulu résister en tirant sur les indépendantistes. Ces prises d'otages, à la base, se voulaient pacifistes, dégénèrent et obligent les indépendantistes à se réfugier donc, dans la grotte d'Ouvéa. Tandis que le gouvernement français, en fait, lui, il va déployer le GIGN, l'EPIGN, le 11e choc, c'est une escouade de service secret, des fusiliers marins, une équipe de lance-flammes, et ils ont même hésité à utiliser le napalm à ce moment-là. L'île d'Ouvéa, en fait, elle est alors décrétée comme zone militaire, et en 2 jours seulement, la cause indépendantiste, en fait, elle sera reprise très largement face justement à toute cette répression organisée par le gouvernement. Des blocages vont être organisés dans toute l'archipel, des feux sur les routes, les commissariats encore pris d'assaut. Aucun des Kanaks d'ailleurs interrogés par les gendarmes va dévoiler en fait où se sont réfugiés les preneurs d'otages, et les flics en fait ils vont devoir aller jusqu'à utiliser des méthodes de torture pour les faire parler. La Ligue des droits de l'homme à ce moment-là en fait elle va comparer ces méthodes utilisées à celles utilisées par l'armée lors de la guerre d'Algérie. D'un autre côté, le FLNKS il va se désolidariser de plus en plus des actions des indépendantistes à cause des gendarmes décédés. Et à cause de ça, en fait, les indépendantistes ne verront pas leur insurrection s'effondrer. L'aile droite du FLNKS il veut la libération des otages au profit du candidat Chirac au présidentiel, et l'aile gauche en fait, ne veut pas du tout avoir à gérer les conséquences de cette révolte. Le FLNKS appelle alors au calme et au retour à la normale, alors qu'en fait une majorité des indépendantistes et des Kanaks qui prennent part au blocage et sont dans les rues. Jean-Marie Tjibaou, qui est le président du FLNKS, il finit même par aller négocier seul de son côté des accords avec le gouvernement français et le chef des loyalistes. Après l'échec cuisant de la grotte d'Ouvéa et la violence déployée, l'État français veut éteindre le mouvement de revendication pour de bon. L'État français il convoque donc des négociations et des accords de Matignon. Ces accords, c'est une négociation directement avec l'État français qui fait reconnaître à l'État français l'existence du peuple kanak et qui restructure l'île en 3 parties, 2 pour les Kanaks et 1 pour les colons. Mais en fait, ces accords ils prévoient surtout un référendum d'autodétermination en 98 seulement, donc 10 ans plus tard, sans tenir compte de la révolte qui prend place actuellement sur l'archipel. D'ailleurs, la partie attribuée aux colons dans la répartition, en fait, elle va recevoir des aides de l'État à hauteur de 3,5 milliards de francs pour qu'elle puisse subsister au cas où le référendum déboucherait sur l'indépendance. Tjibaou il signe en son nom les accords et il est chargé par le gouvernement français de les faire signer à tout le FLNKS. Au début, le nom il est ferme, à l'instar de ce texte venant d'un leader indépendantiste paru dans Le Monde. Les accords symbolisés par une poignée de main montrés à la télévision comme un produit exotique du bon temps des expéditions de la marine à voile, un produit ramené des antipodes cette fois pour être vendu aux centristes français après tant de souffrances, d'humiliation, d'inconsidération, de sang versé pour un droit reconnu des Français eux-mêmes. Jamais nous n'aurions pensé un seul instant que ce soit une nuit de 88 à Matignon, que le mépris du peuple kanak atteindrait son paroxysme. Après avoir réussi à convaincre l'esclave d'accepter de serrer la main de son maître pour réconcilier les Français constitue un exploit sans précédent. Mais finalement, 3 jours après, il signe comme tous les autres dirigeants du FLNKS, à l'exception du FULC. La signature de ces accords, en fait, c'est une vraie trahison de la part des directions des organisations indépendantistes. Et d'ailleurs, Tjibaou, en fait, il va être assassiné un an plus tard. Et l'assassinat par un indépendantiste. Et cet assassinat, il va être vu comme un juste retour des choses par une grande partie de la population kanak, qui a pris part aux manifestations et aux révoltes. D'ailleurs, Tjibaou, en fait, avant d'arriver à la tête du FLNKS, il était déjà contesté, alors qu'il était encore un simple animateur socioculturel. L'État le missionne d'organiser un festival, Mélanésiade 2000, en vue de promouvoir la culture kanak, en partie dans un plan de développement de l'économie de Nouvelle-Calédonie. Et le fait de vendre la culture kanak comme ça, en fait, les militants de l'Union calédonienne vont lui reprocher en traitant d'être vendu au pouvoir colonial. Et avant ce festival, Tjibaou, avec ce festival, il devient aussi un interlocuteur privilégié du gouvernement et une porte d'entrée à toute forme de négociation à venir. Du coup, retour en 88 avec les accords de Matignon. Ça fait qu'en fait une grande majorité des adhérents du FLNKS va déchirer leurs cartes et les accords sont adoptés par référendum à 80% de oui, mais seulement parmi 30% de votants.
En fait, c'est une marque vraiment du dégoût de la situation et ça marque la fin du mouvement et achève de démoraliser en fait tous ceux qui ont participé avec cette nouvelle défaite. Donc en 98, lors des référendums, il y a d'autres accords qui vont être signés par Jospin, Lafleur et le nouveau président du FLNKS, Roch Wamintane. Les accords de Nouméa. Ces accords, en fait, ils visent à donner plus de reconnaissance au peuple kanak à travers la reconnaissance d'un statut coutumier et la création du Sénat coutumier pour représenter la culture kanak. En fait, si l'État français il donne cette reconnaissance, c'est aussi parce que ces accords ils visent à délayer encore une fois le référendum d'autodétermination jusqu'en 2018, 20 ans plus tard. Donc le Sénat coutumier, c'est un Sénat composé de 16 membres, tous chefs de tribu et leurs frères, et il a surtout un rôle consultatif. Il ne peut que donner des avis et publier des textes et des analyses. C'est comme ça qu'en 2016, le Sénat il va publier un texte demandant un plan Marshall à la France. Et évidemment, ce texte-là va être sans réponse de la part du gouvernement. Et c'est bien la preuve en fait, que l'État ne fait que ça que pour achever le calme du peuple kanak. Évidemment, ce Sénat, en fait, ça reste une poignée de Kanaks choisis par l'État français et la grande majorité des Kanaks, en fait, ils vivent toujours dans la précarité et les discriminations. En 2018, le premier référendum va avoir lieu avec comme question posée: voulez-vous que la Nouvelle-Calédonie accède à la pleine souveraineté et devienne indépendante? Le FLNKS il fait campagne pour l'indépendance tout en sachant qu'ils ne la remporteront pas. En fait, en 2018, l'archipel est peuplé donc, de 270 000 habitants, dont 105 000 Kanaks. Et le référendum il va servir au FLNKS à surtout se renforcer et garder une place dans les institutions tout en s'assurant la bonne opinion du peuple kanak. Comme prévu, le non l'emporte à 56% avec un taux de participation à 80%. En 2020, le même jeu opère, même question, même résultat, 53% avec 85% de participation. Et en même temps que demander à la population de l'archipel leur avis de l'autodétermination, le gouvernement français il donne des aides à tous ceux qui cherchent de l'emploi, du logement en Nouvelle-Calédonie. Ce qui fait qu'en fait il y a des nouveaux colons qui arrivent et ils arrivent évidemment avant les référendums et peuvent y participer librement. En 2021, la victoire une nouvelle fois du non avec 96%, alors qu'on voit une hausse large du taux d'abstention avec 44%. Ce taux d'abstention, en fait, il est dû à un boycott des organisations indépendantistes à cause de conditions d'hygiène et de vie sur l'archipel. Aujourd'hui, la production kanak, en fait, elle est grandement laissée hors de circuit de production et de consommation. Il n'y a aucun produit kanak qui est trouvable en supermarché, à tel point que, en fait, il y a des marchés spéciaux kanak qui sont organisés où vraiment il n'y a qu'une population kanak et ça ne fait pas vraiment vivre leur production. Ils sont vraiment délaissés en fait de toute l'économie de l'île. 76% des travailleurs kanaks sont des ouvriers et 90% de la population carcérale en fait c'est des kanaks. Ils sont tellement dans la pauvreté et dans la précarité qu'ils sont obligés d'avoir à recourir à des vols, tout ce qu'on peut imaginer pour survivre. D'ailleurs les conditions d'emprisonnement en fait ils se rapprochent de ceux du bagne de l'époque de Napoléon. Tandis que les leaders des partis kanaks, en fait, c'est des businessmen, des capitalistes. Le leader du parti travailliste, qui est un parti indépendantiste, en fait, il possède des yachts et il exploite des kanaks. Il a même été d'ailleurs en porte-à-faux avec un syndicat de marins pour avoir licencié un ouvrier. Bon, du coup, avec un peu toute cette situation, aujourd'hui, qu'est-ce qu'il en est? En plus de la situation très précaire des kanaks, en fait, aujourd'hui, ils ne sont pas les seuls à prendre part aux émeutes. Il y a aussi des Vietnamiens et des familles issues d'autres îles d'Océanie qui y participent. Depuis le référendum de 2018, la colère elle remonte, les tensions entre indépendantistes et loyalistes, donc c'est les partis anti-indépendantistes, elles réapparaissent de plus en plus, jusqu'à avec aujourd'hui la réforme du dégel électoral qui prévoit en fait d'élargir le droit de vote à toute personne née ou vivant sur le sol néo-calédonien depuis au moins 10 ans. Cela aurait pour effet de minoriser encore plus le peuple kanak dans les décisions politiques et d'affirmer beaucoup la domination de l'État français. La déclaration de ce projet de réforme a relancé une vague de révolte et de manifestations chez les Kanaks et a remis au bout du jour la question de l'indépendance et de l'autodétermination.
Si à la base, en fait, les organisations indépendantistes ont appelé à des manifestations pacifiques, les jeunes révoltés, en fait, par plus de 170 ans de colonisation et de maltraitance, en fait, ils sont sortis spontanément dans la rue et ont commencé les émeutes. Et même si les organisations indépendantistes comme le FLNKS se renforcent et appellent à rejoindre le mouvement fortement, en fait, ça sera que en prenant leur lutte dans les mains que les Kanaks en fait, ils atteindront leur objectif. Dans un communiqué du 24 mai, le FLNKS il annonce afin de parvenir à renouer le dialogue, là ça commence un peu mal, le bureau politique du FLNKS demande à ce que le président de la République soit explicite dans ses propos en affirmant clairement qu'il ne convoquera pas le congrès de Versailles et abandonne par conséquent cette réforme constitutionnelle. Si le discours peut paraître ferme, on voit directement les intentions de négocier avec le gouvernement français. D'un autre côté, les gouvernements des autres territoires d'outre-mer, ils affirment aussi leur solidarité avec la lutte du peuple kanak et posent à leur tour la question de l'autodétermination. Il y a une adresse des présidents des régions de Martinique, Guadeloupe et Guyane et de la Réunion qui dit « Nous, élus des Outre-mer, demandons solennellement au gouvernement le retrait immédiat du projet de loi de réforme constitutionnelle visant à changer le corps électoral pour les élections en Nouvelle-Calédonie, Kanaki. » Et même chez les militants anticolonialistes de ces régions, les actions elles se relancent. En Guadeloupe, il y a des militants qui font des démarches pour inscrire la Guadeloupe sur la liste des territoires à décoloniser. On voit aussi quel est le positionnement de la gauche par rapport à ces jeunes qui se révoltent, entre phrases creuses de soutien et appel au calme, en rejetant la responsabilité des violences sur les manifestations et non sur l'État colonial. Les Kanaks révoltés ne peuvent et ne doivent compter que sur eux-mêmes.